Une cyberattaque sans précédent. Écoutez bien, certains serveurs du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, du Pentagone et du Trésor américain, entre autres, auraient été piratés. Tout cela dure depuis 9 mois. Ce matin encore, le centre hospitalier de Dax est très fortement impacté. Si les lignes téléphoniques ont été rétablies, les systèmes informatiques, eux, sont toujours bloqués. Pfizer a confirmé qu'un certain nombre de documents liés au développement du vaccin avaient été consultés illégalement à l'occasion de cette attaque. L'actualité de ces derniers mois a été chargée en informations qui font froid dans le dos. Des cyberattaques s'enchaînent et visent sans scrupule des hôpitaux, des organisations gouvernementales, voire même des éditeurs de jeux vidéo. Et cela finit par coûter beaucoup d'argent, voire même la vie de certaines personnes, comme vu dans un épisode précédent de Vu l'info. Alors pourquoi ces cyberattaques? Comment ça fonctionne concrètement et que peut-on faire pour les éviter? D'abord, qu'est-ce qu'une cyberattaque? Il s'agit pour un individu ou une organisation d'accéder de façon délibérée et malveillante à un système d'information d'un autre individu ou d'une autre organisation. C'est comme un cambriolage virtuel où un pirate va s'introduire frauduleusement dans un système pour y réaliser diverses actions malveillantes. Parmi ces actions, l'un des buts poursuivis est le vol de données, par exemple le vol de secrets industriels, c'est-à-dire de technologies ou de brevets propres à une invention. Par exemple, Airbus est régulièrement ciblé par des cyberattaques afin de récupérer des documentations techniques liées à la certification des avions. On entre là dans le cadre plus général de l'espionnage industriel où l'on peut citer cette fois l'exemple de Gary McKinnon, un pirate informatique britannique qui s'est introduit dans le système de l'armée américaine et de la NASA en 2001 et 2002 pour tenter de trouver des traces sur l'existence des ovnis. Et pour le coup, il a indiqué être tombé sur une liste intitulée « Agents non terrestres » avec une vingtaine de noms et de grades cités. Selon lui, il ne s'agirait pas d'aliens, mais d'une preuve que l'armée américaine dispose d'un bataillon secret dans l'espace. Certains cyberespionnages sont dits sponsorisés par un État, c'est-à-dire qu'un État donné peut financer ou encourager de tels espionnages à but politique, commercial ou même militaire. Et très souvent, ces cyberespionnages sont très insidieux, le pirate va être le plus discret possible pour rester le plus longtemps possible dans le système. Vous voyez donc qu'on est là dans une sorte de troisième cyberguerre mondiale omniprésente où les États s'attaquent en permanence sur le côté numérique et de ce fait, les États qui possèdent les infrastructures, les connaissances et surtout le budget nécessaire à agir et à se défendre face à ces cyberattaques s'en sortiront le mieux. La France n'est pas mal lotie, par exemple le budget et les effectifs de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information augmentent régulièrement, mais on notera par là qu'il y a tout de même des pays qui sont plus concernés par les cyberattaques que d'autres. Par exemple le trio Chine, Russie et Corée du Nord, mais aussi l'Inde, le Pakistan, etc. Certains pays forment même de véritables agences dédiées à la gestion des cyberattaques. Parlons du cas SolarWinds, car c'est la cyberattaque considérée comme la plus sophistiquée de toute l'histoire. SolarWinds est en fait une société américaine qui développe des logiciels de gestion centralisée de l'infrastructure informatique. C'est-à-dire que c'est un gros logiciel qui permet à d'autres entreprises de surveiller leur propre réseau, d'observer le trafic, d'identifier des problèmes de performance, de suivre les accès utilisateurs, entre beaucoup d'autres. Et ce logiciel est en fait installé dans beaucoup d'entreprises privées, mais aussi dans des agences américaines et dans le gouvernement américain. Mais ce n'est pas tout d'ailleurs, le Parlement européen est aussi concerné, entre quelques autres 18 000 clients de SolarWinds. Et concrètement, le piratage s'est produit par un accès et une modification du code source de ce gros logiciel SolarWinds. En somme, des milliers de lignes de code ont été modifiées pour y inclure une porte dérobée, un backdoor, et livrer une version vérolée de ce logiciel. Le tout permettant par exemple aux pirates d'accéder ensuite aux données des entreprises clientes, voire d'injecter leurs propres commandes. Comment est-ce que c'était possible d'en arriver là? Eh bien d'après les premières enquêtes, en 2019 déjà, un chercheur en sécurité avait notifié SolarWinds qu'un mot de passe faible pour son serveur FTP était trouvable sur un dépôt GitHub en ligne et était potentiellement utilisable par des individus malveillants qui pourraient donc mettre en ligne des fichiers malveillants sur les systèmes de SolarWinds et des entreprises clientes.
À ce moment, SolarWinds, qui pour rappel avait des clients gouvernementaux, n'employait pas de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Au final, le ou les attaquants avaient obtenu un accès privilégié dans les systèmes de ces dizaines de milliers d'entreprises et d'agences gouvernementales, et SolarWinds va donc devoir répondre de sa faute. Cette cyberattaque est également appelée une APT pour Advanced Persistent Threat, qui est une menace avancée persistante en français, et comme son nom l'indique, c'est une menace très ciblée envers une organisation dont son auteur cherche à rester le plus discret possible et le plus longtemps possible dans le système. Mais toutes les cyberattaques ne sont pas motivées par l'espionnage et le vol d'informations confidentielles. La plupart sont plus simples et droit au but, elles sont motivées par un gain financier. On tombe là dans l'exemple des cyberattaques visant les hôpitaux dont le seul but est de bloquer le système informatique puis demander une rançon pour le débloquer. L'hôpital étant par nature un endroit sensible avec des vies en jeu, les pirates vont justement les cibler pour obtenir vite et facilement de l'argent. C'est très malheureux et on se demande sincèrement pourquoi s'attaquer à la vie des gens pour gagner de l'argent. Une personne qui a un cancer, il a des traitements à faire. Mais les pirates n'ont aucune morale ou émotion vis-à-vis de cela, enfin presque aucune. Un hacker au bon cœur déchiffre les disques de ses victimes. Le processus de déchiffrement était accompagné d'un message d'excuse. La plupart d'entre eux seraient littéralement prêts à tuer pour gagner leur vie. C'est pour cela qu'on doit bien considérer certaines cyberattaques dans le cadre d'une cyberguerre et qu'on doit donc s'armer au niveau d'un État pour y faire face. Les rançongiciels sont au cœur des cyberattaques à but financier. Les pirates l'ont rapidement choisi comme outil de premier choix car ils chiffrent tout simplement les fichiers d'un système infecté pour demander une rançon, habituellement à 3 voire 4 chiffres minimum. Les victimes elles-mêmes n'ont qu'à payer pour retrouver leurs fichiers et bien sûr les crypto-monnaies sont utilisées pour ne pas pouvoir retracer la transaction. Simple, rapide et efficace dans tous les cas. L'autre exemple parlant, c'est le vol de code source de jeux vidéo The Witcher et Cyberpunk du studio CD Projekt. L'unique but était de profiter de la popularité du studio pour lui faire payer une rançon, ou alors, comme il a refusé, de revendre les informations à n'importe quel repreneur pour toujours gagner de l'argent. Et ça a visiblement marché. On a encore un autre type de cyberattaque qui sont les dénis de service. Ceux-ci sont souvent liés à un gain financier aussi, mais l'idée est là de rendre hors service un système informatique. Le pirate va par exemple employer des botnets. Je vous renvoie vers le Vue l'info en question qui traite plusieurs points de cette vidéo plus en détail si besoin. Le botnet va en fait surcharger le système victime de connexion pour rendre tout le site ou système hors service. Imaginez par exemple que vous deviez aller au travail en voiture, vous empruntez l'autoroute habituelle pour vous y rendre, mais là, des milliers d'autres voitures soudainement arrivent et viennent boucher la route et vous êtes bloqué dedans pendant des heures. Vous n'avez donc pas la possibilité de joindre votre bureau, votre lieu de travail, et l'entreprise elle-même est privée de ses clients et de ses salariés. Alors à présent, comment ces cyberattaques parviennent à leur fin et comment s'en prévenir? Tout d'abord, il faut savoir que malgré l'apparente complication technique des cyberattaques, 95% d'entre elles sont dues à une erreur purement humaine. Quelques exemples, déjà SolarWinds, comme on l'a vu, qui est soupçonné d'avoir laissé un mot de passe faible dans son système. On a vu également Gary McKinnon qui avait accédé aux documents confidentiels car ils étaient en fait avec un mot de passe vide. Les hôpitaux sont touchés car un employé a ouvert une pièce jointe malveillante, etc., etc. Au final, ce sont les mêmes bonnes pratiques que tout le monde devrait appliquer, entreprise ou non, et pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Déjà, vous-même, en tant que particulier, vous imaginez que c'est assez difficile de se défendre et de se préparer à tous les cas. Alors imaginez une grosse organisation qui fait appel à des sous-traitants, eux-mêmes utilisant des logiciels programmés par des centaines de personnes, eux-mêmes pas toujours bienveillants, et que vous êtes ciblé en plus par des autres États ou entreprises curieux. Eh bien, ça finit dans les médias, une nouvelle cyberattaque a eu lieu. Car entre tous ces points d'accès possibles, on a ensuite des listes entières de techniques de piratage faisables, du cassage de mots de passe trop faibles à l'exploitation d'une faille logicielle, en passant par le spear phishing, une technique visant spécifiquement une personne pour lui faire croire qu'elle s'adresse à un tiers de confiance afin de lancer un programme malveillant. C'est au final évident que ça pouvait arriver et c'est très malheureux de conclure par cela. Mais si l'enseignement de la cybersécurité pouvait être beaucoup plus généralisé, le budget encore augmenté et les infrastructures ou technologies mieux surveillées ou centralisées, on écarterait tout de même un peu plus les risques.